Merci beaucoup pour l'invitation. Heu, je suis très honoré, donc je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis psychologue social en santé. Vous savez peut-être pas ce qu'est la psychologie sociale et c'est normal. C'est une branche qui est assez peu connue en France, c'est une spécialité assez peu connue, c'est très anglo-saxon. Pour vous situer rapidement, en psychologie, quand on se spécialise en master, il y a plusieurs branches. Un peu comme en médecine, on se spécialise sur certains organes du corps. En psychologie, donc il y a la psychologie clinique, qui est le psychologue que vous connaissez sûrement le plus, celui qu'on va voir en cabinet. Mais il y en a plein d'autres. Il y a la psychologie cognitive, il y a la neuropsycho, il y a la psychopatho, il y a la psychologie du travail, il y a la psychologie du développement pour les enfants. Et puis il y a la psychologie sociale, qui est un peu l'étude du comportement humain et pourquoi parfois on adopte des comportements sans s'en rendre compte et qu'est-ce qui va influencer de manière consciente ou inconsciente nos comportements. Donc il y a une branche dans le marketing où on va chercher un peu à influencer les comportements d'achat des consommateurs, qui n'est pas la mienne. Et puis il y a la santé, où on cherche à comprendre un peu pourquoi les gens font, pourquoi les gens ne font pas, pourquoi les comportements sont souvent drivés par des facteurs irrationnels, par l'émotionnel, pourquoi on fume alors qu'on sait que ça donne le cancer, pourquoi on ne prend pas spécialement son traitement, tout ce qui est vaccination, alcool, tabac, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est ma spécialité. Hem Moi, je fais beaucoup de d'éducation thérapeutique patient. Donc comme j'ai le titre de psy, donc j'anime beaucoup d'ateliers et de groupes de parole dans divers domaines, en fait, diabète, obésité, maladies rares, oncologie cette question du de l'annonce, elle est venue un jour, un peu par hasard, lorsqu'on était en atelier et du coup, des personnes commencent à parler un peu de la manière dont on leur a annoncé, leur maladie, c'était dans le diabète et c'est vrai que ça m'avait frappé parce que, il y avait pas de méthode classique ça restait une blessure un peu ouverte pour la plupart des personnes, qui en parlaient. Ils s'étaient pas sentis considérés, ils avaient senti que ça a été fait un peu à la va-vite depuis je le demande très régulièrement en atelier et je vois que ça n'évolue pas trop donc j'ai commencé un peu à travailler dessus. Donc là, on va voir un peu de l'annonce, mais aussi à l'accompagnement, parce que l'annonce, c'est une première étape et ensuite vient tout le reste. Depuis peu, on me demande beaucoup d'animer ça devant des professionnels de santé. Donc en fait, dans des congrès, j'ai souvent 1 heure, 30 minutes, 1 heure, j'essaie un peu justement je dirais pas de former, c'est un grand mot, mais en tout cas, d'amener les professionnels de santé à réfléchir un peu différemment sur l'annonce, à leur apporter une grille de lecture un peu psychologique de l'annonce. Je fais ça pareil dans maladie cardio-métabolique. La semaine dernière, j'étais à Colmar, où on a fait ça pour l'annonce d'un diabète de type 1, donc pour les parents et les enfants. Dans pas longtemps aussi, j'ai fait un truc dans l'annonce d'un cancer métastatique, dans le cancer de la prostate. Là, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire ce matin puisque la cible est un peu différente et je me suis dit en fait, je vais vous montrer, je vais garder la base de ce que je montre aux professionnels de santé. Comme ça vous savez aussi un peu, ce qu'on leur raconte. Je l'ai adapté, mais voilà, vous en théorie, on vous a déjà fait l'annonce, hem, vous êtes déjà passé par là, mais on va essayer de voir un peu les mécanismes, qui en résultent, ce qui se passe un peu, dans nos têtes lors de l'annonce et derrière, ce qui va suivre. Donc, je vais axer ça sur 2 grandes thématiques. L'annonce, donc c'est un moment fondateur de la relation de soins. C'est le moment zéro. C'est là où en général où ça commence et ça va impacter beaucoup de choses derrière. Et donc ça, c'est ce que je dis beaucoup aux professionnels de santé. Derrière chaque patient, en fait, bah, il y a une personne, il y a une entité, il y a une histoire et il y a un projet de vie. Et ça, c'est primordial si on veut que derrière, justement, la relation soit bonne. Alors, le temps de l'annonce entre sidération et reconstruction, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Vous l'avez peut-être vécu, mais beaucoup de personnes, lorsqu'on prononce le mot de la maladie, on se fige beaucoup me disent: «En fait, moi, à partir du moment où le médecin a prononcé le mot, je me rappelle d'absolument rien». Un espèce de blackout et souvent ils reprennent conscience, soit
quand ils arrivent dans la rue, donc quand ils sortent du cabinet médical, soit carrément quand ils arrivent chez eux. Donc en fait, ils se souviennent même pas avoir pris le métro, avoir pris la voiture pour rentrer. Ils reprennent un peu conscience quand ils arrivent chez eux, mais du coup, ils ne se souviennent absolument pas de ce qui s'est dit après l'annonce du mot. Et donc, ça fait aussi se poser la question, en tout cas pour les professionnels de santé, de ne pas balancer toutes les informations tout de suite, lors de l'annonce, lors du premier rendez-vous, parce qu'on n'est pas à même, en fait, d'écouter et d'encaisser toutes ces informations-là et surtout de les comprendre. Donc nous, on dit beaucoup, alors je sais pas s'il y a une bonne annonce, mais en tout cas, il y a des moins mauvaises manières d'annoncer justement une maladie. Et dans l'idéal, ça se fait en plusieurs fois. Ça se fait pas en une fois. Il y a une espèce de temporalité émotionnelle en fait qui se joue. Et donc l'objectif, c'est pas de tout dire la première fois, mais de poser une première pierre, de proposer un deuxième, un troisième rendez-vous pour justement commencer à parler ensuite de l'information, de la maladie, du traitement, etc. D'autant qu'il y a des aspects très très concrets qui vont arriver aussi lorsque on rentre chez soi et qu'on reprend sa vie, on reprend sa routine et qu'on se pose des questions, mais ça, est-ce que je pourrais le continuer maintenant que j'ai la maladie? Comment je pourrais adapter ça, etc. Et ces questions très pratiques-là, parfois les pros de santé les ont pas forcément en tête, puisqu'ils ils ne connaissent pas. Mais nous, c'est ce qui va nous préoccuper. Et tant que je sais pas si je pourrais continuer à faire de la danse, si je pourrais continuer à aller au sport, si je pourrais continuer à manger tel aliment, etc., ça va me préoccuper et je serais peut-être moins à même d'encaisser toutes les informations sur le traitement, sur la maladie, si j'ai pas d'abord cette réponse à cette question-là. Et donc il y a aussi toute une notion de c'est pas un one shot, donc c'est pas je transmets les informations et puis c'est fini. Il y a tout un parcours, donc il y a plusieurs rendez-vous et l'idéal c'est de retracer. Donc la dernière fois on avait vu ça, aujourd'hui on va voir ça, la prochaine fois on verra ça, etc. Donc il y a une première annonce où forcément on va parler, on va employer le mot et le terme de la maladie. Ensuite, il y a des consultations de suivi et des réadaptations à chaque fois en fonction du quotidien, de la routine, etc. Alors nous aussi en psycho, on aime bien modéliser, donc on aime bien créer des modèles un peu de ce qui se passe dans la tête à nous, parce que je me mets dedans. Euh, on va commencer par le schéma de gauche. En fait, on aime bien transposer le schéma du deuil au schéma de l'annonce, tout simplement parce que c'est un peu comme si on faisait le deuil de son ancienne vie, hein. En fait, à partir du moment où on annonce, souvent une maladie chronique en plus, donc qui est là pour durer, bah voilà, on fait un peu le deuil de ce qu'on pouvait faire avant, de peut-être ce qu'on ne pourra pas forcément faire à partir de maintenant. Donc il y a quatre grandes phases par lesquelles on passe en général. C'est le déni. Donc au départ, alors je dis pas que tout le monde passe par ces phases. Attention, c'est une modélisation, donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, mais c'est pas pour autant que vous êtes forcément passé par ces phases-là. Mais donc il y a le déni. Au départ, on n'en veut pas, c'est normal. Ensuite, il y a la colère. Pourquoi moi? La mélancolie ou la tristesse. Donc c'était mieux avant, quoi, quand je pouvais faire un peu ce que je voulais, quand j'étais un peu libre. Et puis l'acceptation à un moment donné. Attention, donc attention, c'est pas linéaire. On peut commencer par la colère, on peut aller à l'acceptation, on peut accepter et ensuite revenir encore vers la colère, parce il y a des faits de vie parfois qu'on n'avait pas pris en compte et qui nous rappellent 5, 10, 20 ans après, bah oui, qu'on a cette maladie-là. L'autre jour, donc on a fait des groupes de parole dans une, euh, une maladie qui est la sclérodermie. Il y en a peut-être qui sont là aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de dames qui étaient présentes qui me disaient, je pensais avoir accepté, et en fait, là, je me rends compte que je suis en colère et que j'ai pas accepté. Donc, c'est pas linéaire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est souvent dans un de ces quatre états-là. Et c'est normal. C'est complètement normal. À droite, euh, il y a ce qu'on appelle le modèle de Prochaska. C'est un modèle qui traduit différentes phases dans le changement de comportement. C'est un modèle qui de base a été développé pour le sevrage tabagique, pour aider les gens à arrêter de fumer. Et ça nous dit exactement pareil que, voilà, il y a six grands stades, six grandes étapes dans le changement de comportement. C'est pas linéaire. On passe pas de la 1 jusqu'à la 6. Néanmoins, on est souvent dans un de ces stades-là.
Donc on va les voir un peu, individuellement. On commence avec j'adapte au sevrage tabagique puisque c'est assez simple à comprendre avec le sevrage tabagique et après on va l'adapter, en fait à la gestion de la maladie et autres. Donc le stade de précontemplation, c'était le stade zéro. C'est, je vois pas pourquoi je devrais changer. J'ai pas de problème. Donc par exemple, oui, je fume, mais bon, on parle du cancer. Bon, moi j'ai mon grand-père qui est décédé à l'âge de 90 ans, il fumait, il a jamais eu de cancer. Bon, je vois pas pourquoi moi, spécifiquement, j'aurai un cancer. Et puis, bon, on a quand même plus de chances de mourir d'un accident d'avion, d'un accident de voiture, que du cancer. Donc, j'ai aucune raison de changer et d'arrêter de fumer. Ensuite, il y a le stade de la contemplation où on se dit, c'est vrai que je devrais arrêter de fumer. C'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai que ça donne le cancer, mais pas tout de suite. Là, pour l'instant, j'ai plus d'avantages à fumer qu'à arrêter de fumer parce que, euh, parce que quand je suis en soirée, ça me permet de me sociabiliser, ça me permet de discuter avec les fumeurs, parce qu'au travail, ça me permet de faire la petite pause clope, donc ça aussi, ça me permet de discuter avec les collègues, puis ça me donne confiance, le geste de mettre la cigarette à la bouche, etc. Donc voilà, je sais qu'un jour, sûrement, je vais arrêter, mais pas maintenant. Donc ensuite, on passe au stade de la préparation. Là, je suis décidé. Je vais arrêter. J'ai pas encore commencé, mais j'ai pris ma décision. Donc là, je commence un peu à essayer de discuter avec des gens qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer, voir les différentes étapes par lesquelles ils sont passés. C'était difficile, c'était pas difficile. Est-ce qu'il y a des techniques? Donc, je commence un peu à regarder. Est-ce qu'il y a des patchs? Est-ce qu'il y a des gommes à mâcher? Est-ce qu'il y a des addictos, des gens spécialisés là-dedans? Voilà. Donc je me mets un peu. Je commence à me mettre en mouvement. L'action, c'est j'ai arrêté de fumer depuis moins de 6 mois. Donc c'est encore un peu fragile. Le maintien, j'ai arrêté de fumer depuis plus de 6 mois. C'est à cette barre des 6 mois qui vient différencier les stades d'action et de maintien. Donc en théorie, c'est quand même un peu plus solide. Mais c'est pas pour autant que en fait, tout se passe bien. Parce qu'il y a un sixième stade qui est en rouge ici, qui s'appelle la rechute. Et c'est un stade qui fait partie intégrante du modèle. Et c'est hyper important de de le prendre en compte dès le début. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a arrêté de fumer depuis 1 an qu'en fait on n'est pas à même de refumer un jour. Et c'est pas grave. Parce que si on rechute et qu'on l'a pas pris en compte, derrière on se sent très coupable. Et le risque c'est de retomber en pré-contemplation et donc de se dire bon bah finalement c'est pas si dangereux, finalement, etc., etc. Alors que si on l'a pris en compte, derrière on peut repartir dans des stades de préparation ou d'action. Ça, on travaille aussi beaucoup dans l'obésité, avec tout ce qui est trouble des conduites alimentaires, où parfois, c'est vrai, on tente justement de contrôler ses émotions, de contrôler ses pulsions alimentaires. On rechute, il y a des faits de vie qui font que, on rechute et on se sent très coupable à ce moment-là. Donc, pareil dans la gestion d'une maladie chronique aussi, au départ, on parlait du déni sur le schéma de gauche. Bah, le déni, c'est un peu la précontemplation, c'est non, moi, j'en veux pas. Merci, vous me parlez d'une maladie, mais vous pouvez la garder. Moi, ça ne m'intéresse pas. La contemplation, on commence, oui, bon, c'est vrai que je devrais changer mon quotidien, etc. Mais relou, ça implique de changer ma routine, etc. Préparation, action, maintien et rechute. La rechute est probable et je vais vous donner des exemples par la suite, pas tout de suite. Il y a le sujet des représentations. Alors nous, en psycho, on aime beaucoup travailler sur les croyances, sur les représentations. Mais la question, c'est en fait, bah, c'est quoi pour moi, si c'est à moi qu'on annonce une maladie, c'est quoi la maladie? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi je l'ai? Et ça, parfois, les professionnels de santé s'attaquent pas trop à ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce biais de se dire, parce que moi je sais, je pars un peu du principe inconscient que l'autre sait, alors que très souvent non. Je vais vous donner un exemple. Avec l'image de droite, avec les livres, un exemple que j'aime bien raconter parce qu'il est très symptomatique. C'était dans le diabète de type 1. Donc le diabète de type 1, souvent on le, on le décèle, on le diagnostique allez, à l'adolescence, en tout cas, ou chez les jeunes adultes, enfants, adolescents ou jeunes adultes. Et c'était une dame qui devait avoir 10 ans. Et il s'avère que quelques semaines avant qu'on lui annonce un diabète de type 1, elle avait volé des livres à la bibliothèque de son école. Et et donc ça s'était su et elle avait été punie, etc. Et donc quelques semaines ou quelques mois après,
On lui annonce un diabète de type 1 et son père lui dit eh ben, tu vois, c'est parce que tu as volé des livres que tu as été puni, tu as eu un diabète de type 1. Et cette dame a développé, du coup, toute sa vie, pendant 30 ans, une haine des livres. Parce qu'elle se disait, mais c'est parce que j'ai volé des livres que j'ai eu le diabète. Et donc, elle ne lisait pas, elle détestait les livres. Et dès qu'elle voyait des livres, à la limite, elle était très mal à l'aise et elle se sentait coupable toute sa vie d'avoir volé des livres parce qu'elle pensait que c'était pour ça qu'elle avait eu le diabète. Et ça impactait aussi, forcément, la gestion de son diabète. Donc, elle a compris ça un peu toute seule, mais après 30 ans, elle s'est réconciliée avec les livres. Mais du coup, cette représentation qu'elle avait du diabète et de pourquoi elle l'avait eu, ça avait impacté toute sa vie d'une certaine manière. Tout ça parce que c'est ce qu'on appelle les représentations. C'est pour ça que j'ai mis une petite image d'un ballon de baudruche à gauche. C'est que, bah, en fait, les représentations, les croyances, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et en fait, si on ne s'y attaque pas, si on ne les perce pas, ça va impacter énormément de choses. Et ça, donc c'est pour ça qu'aussi il y a cette phrase en bas, il n'y a pas une, mais plusieurs maladies, puisque du coup chacun vit aussi la maladie en fonction de son expérience passée, en fonction de sa famille. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont eu dans la famille ou pas, peut-être que les parents ont eu une autre maladie chronique. J'ai aussi une dame, encore une fois, je prends beaucoup l'exemple du diabète parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu, mais il y a beaucoup de similitudes avec beaucoup d'autres maladies chroniques. Une dame où sa maman avait un diabète et elle pensait que sa maman était décédée du diabète. Et donc, lorsque son médecin lui dit qu'elle était à risque et qu'elle a été faire des prises de sang, en fait, elle n'est jamais allée récupérer les analyses au laboratoire parce qu'elle avait trop peur qu'on lui annonce qu'elle avait le diabète. Parce que pour elle, si on lui annonçait qu'elle avait le diabète, elle avait plus beaucoup de temps à vivre, quoi. Et du coup, elle préférait ne pas aller chercher les résultats. Donc, elle était venue quand même quelqu'un avait réussi à la traîner en atelier ETP pour peut-être la faire changer un peu d'avis. Mais voilà, donc ça, c'est sa vision à elle de la maladie. Et il y a des millions de personnes qui ont le diabète, des millions de personnes qui ont leur propre diabète et leur propre représentation, leur propre croyance vis-à-vis du diabète. Mais c'est pareil pour le cancer, c'est pareil pour les maladies rares. Chacun a sa vision. Et moi, en tout cas, ce que je préconise aux professionnels de santé, c'est souvent justement de s'attaquer à ça assez rapidement. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire cette maladie? Et du coup, avec des questions ouvertes. Vraiment, l'idéal, c'est des questions. Pour ceux, je sais pas, j'explique au cas où, mais questions fermées, c'est des questions où on répond par oui, non. Exemple, bah, vous prenez bien votre traitement? Oui, non. Questions ouvertes, c'est des questions qui amènent une réponse. Donc, par exemple, comment ça se passe avec votre traitement? Il n'y a pas de oui, non, on attend une réponse un peu plus élaborée. Perspective et projet de vie, la santé fin ou moyen, c'est une question que j'ai posée aussi hier. J'avais une intervention en cardio, donc devant des cardiologues. Et c'est une question presque philosophique, mais qui va impacter beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on est professionnel de santé, on est formé à la santé. C'est vrai que la santé, c'est un objectif d'aider ses patients à être en bonne santé, de contrôler justement la santé. Donc on réfléchit beaucoup en termes d'analyse, en termes de chiffres. Ou en termes je dirais, de qualité de vie, donc comment ça va, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez en bonne santé, etc. Et pour beaucoup de personnes, la santé n'est pas forcément une finalité. Parfois, c'est un moyen. Il y a des personnes pour qui être en bonne santé, c'est vrai que ça fait partie des valeurs, des principes, donc c'est ce qu'on peut appeler une finalité. Moi, ce que je veux, c'est être en bonne santé. Et chaque année, on se dit bonne année, bonne santé, la santé, c'est important. Mais pour beaucoup d'autres, la santé, c'est pas forcément une finalité. Ça veut rien dire. Être en bonne santé, c'est abstrait. On nous parle aussi de complications qu'on n'a jamais eues. Donc, difficile, je dirais, de s'impliquer dans un parcours si tout ça est abstrait. Mais en tout cas, on peut trouver ce qu'on appelle des leviers motivationnels qui sont hors santé. Et ça, je vais vous donner un exemple, une petite anecdote d'un groupe de parole que j'avais. Donc pareil, c'était dans le diabète. Mais c'est pas grave, vous ne restez pas focus sur les exemples, sur les maladies. C'était un monsieur on lui avait diagnostiqué un diabète depuis 1 an et demi et il devait prendre un traitement, mais en fait, ça l'intéressait pas plus que ça, de prendre son traitement. Il avait fait tous les ateliers ETP, comprendre le diabète, les traitements, etc. Donc, on lui avait expliqué en long, en large et en travers le diabète, pourquoi c'est important qu'il prenne son traitement, mais c'était un peu le cadet de ses soucis. C'était un monsieur qui était musicien. Et donc, il allait régulièrement sur la route, faire des tournées, faire des concerts, etc.
Et puis il nous disait, très ouvertement qu'il prenait pas son traitement parce que pour lui c'était plus relou qu'autre chose et quand il était en tournée, en fait, il pensait pas à prendre son traitement et que voilà, c'est plus une charge mentale, qu'autre chose. Et une autre personne du groupe lui dit: «Mais vous savez que si vous prenez pas votre traitement, potentiellement, vous avez des risques de complications et si vous avez des complications, vous pourrez pas faire, vos tournées, vous pourrez pas faire vos dates, vous pourrez pas, faire la musique, quoi, jouer de la musique». Et il dit: «Ah bon, tiens, oui, j'avais jamais, réfléchi à dans ce sens-là». Et il revient 2 semaines après pour la prochaine session, il dit: «Bah, voilà, j'ai bien réfléchi et ça m'a parlé et du coup maintenant je fais en sorte de prendre mon traitement». C'est-à-dire que son médecin s'acharnait depuis 1 an, à lui expliquer pourquoi c'était important qu'il prenne son traitement avec des arguments sûrement très santé, très rationnels, très pragmatiques. Alors qu'en fait, pour lui, la santé ou c'est l'aspect rationnel ne fonctionnait pas et pour lui, le bon levier motivationnel, c'était la musique, qui n'a rien à voir avec la santé. Mais la santé est un moyen de continuer à faire ce qu'il aime, qui est la musique et hem et ça, c'est important même, dès l'annonce de voir un peu les projets de vie pour maintenir aussi, pour rester dans la même équipe, quoi. De se dire: «OK, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qu'il est pas possible, de faire?» Toujours, au congrès des diabétologues, il y avait aussi, un monsieur donc, qui avait un diabète de type 1 qui lui ne voulait c'était un fanat de boxe et en fait tous les diabétologues lui disaient: «Mais non, mais avec le diabète, c'est impossible de faire de la boxe» et lui, il était rentré en dépression, il prenait pas ses traitements jusqu'au jour où il a rencontré une médecin qui a dit: «Bon, je vois que pour vous, c'est hyper important, on le tente, on encadre, on fait des points régulièrement, mais je sens que si, je vous permets pas d'essayer de faire de la boxe, en fait, je vais vous perdre, donc on le tente». Et puis ça s'est fait et puis ça s'est super bien passé et puis c'était très émouvant, les 2 pleuraient pendant le congrès. Il a ouvert, une association qui permet aux jeunes des quartiers défavorisés qui ont un diabète de type 1 de faire des sports de combat. Hem, voilà, donc en fonction des projets de vie, c'est hyper important à garder ça en tête, de se dire que c'est pas parce qu'on a une maladie chronique forcément qu'on doit renoncer à ses projets de vie et parfois c'est les adapter. Mais en tout cas, c'est une discussion à avoir et à garder en tête parce que comme je le disais au début, derrière un «patient» entre guillemets, il y a une histoire, il y a une identité, il y a des projets de vie et si on veut qu'après l'annonce, ça se passe le mieux possible, c'est important de garder en tête ces aspects-là. Entre le contrôle et lâcher prise, donc une dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est, lorsque le cerveau, veut faire quelque chose, mais le corps, fait, autre chose et on est un peu tiraillé, entre les 2. Et c'est vrai que, bah, juste après l'annonce, on commence à rentrer un peu en dissonance cognitive entre le désir d'avoir une vie normale et la nécessité de gérer du coup la maladie chronique et souvent, c'est exigeant, et donc parfois on a un peu envie de tout lâcher, de se dire: «Bon allez, je moi je j'en ai marre, je reprends, ma vie d'avant, je laisse la maladie là de côté». Et du coup, j'ai beaucoup discuté l'autre jour avec des patients experts. Alors, on peut appeler ça patient expert, patient ressource, patient partenaire, mais qui me disaient, bah, en fait, et les 2, sans se concerter, m'ont dit la même chose. M'ont dit: «Moi, tous les ans, je il y a une semaine où je pars en vacances et en fait, bah, je fais un peu ce que je veux». Et j'en ai besoin pour éviter un peu un espèce de trop plein, une espèce de burn-out, et ils en discutent avec leur médecin qui, du coup, encadre ça, encore une fois, mais ils ont besoin de ça, de relâcher la pression. Ils se mettent d'accord avec leur médecin sur la temporalité, donc je fais ça quelques jours, par an, histoire de souffler, mais ils en ont besoin et hem et ça, c'est intéressant, parce que aussi, ouais, c'est vrai que c'est difficile de vivre H24 constamment avec cette charge mentale, avec tout ce que ça implique et parfois certains trouvent nécessaire de faire une petite pause. Alors bien sûr, encore une fois, c'est à discuter avec, le médecin, hein, c'est pas des décisions à prendre tout seul, mais ça existe. Voilà, moi je suis juste là un peu pour vous transmettre l'expérience que j'ai avec les différentes personnes avec qui j'ai discuté sur ces sujets. Ça existe et je terminerai avec la puissance des pairs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu qui est très, très, très important. D'un côté, les professionnels de santé ont un discours et c'est important, c'est d'être dans la même équipe avec le professionnel de santé, mais ils ont pas l'expérience du vécu. Ils savent pas ce qu'est vivre avec la maladie, ils savent pas le
le vécu très concret, quoi. Il y a le schéma de droite, je l'utilise beaucoup, la pyramide de l'apprentissage. Vous voyez que 80, lors d'un cours magistral, donc par exemple là, on est aussi en cours magistral, en général, on retient 5% de ce qui est dit, alors que l'enseignement par les pairs, donc par les gens qu'on considère comme nous, c'est 90%. Donc moi, partout, je recommande vraiment d'adhérer à des associations de patients, de rencontrer, de discuter avec d'autres personnes qui vivent soit la même chose que nous, soit des choses similaires. Parfois, il y a beaucoup d'histoires qui sont similaires dans le diabète, dans les maladies rares, dans l'hypertension artérielle, dans le cancer du poumon, dans le cancer du sein, dans la sclérodermie, dans différentes maladies. Il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Il y a l'annonce d'un diagnostic, il y a le fait d'avoir une maladie chronique, il y a le fait de de devoir changer son quotidien, il y a le fait de gérer la famille, les proches. Est-ce que je leur en parle? Est-ce que je leur en parle pas? Comment je leur en parle, etc. Et tout ça, ça fait beaucoup de bien d'en parler, ça fait beaucoup de bien d'en discuter et d'écouter ce que les autres, l'expérience des autres, souvent ils ont des expériences qui nous aident. Et je mets ça en avant, puisqu'avec donc l'association des sclérodermiques de France, on a mené un- des actions, on a fait des groupes de parole avec à la fois des patients et des aidants. Donc, chaque groupe avait 5 sessions, donc c'est des groupes fermés. On était ensemble pendant 5 sessions d'1 heure et demie en visioconférence, puisque les gens étaient dans toute la France. Et ça a été extrêmement vertueux. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres, mais plus 27% entre avant et après se sentaient capables d'améliorer leur qualité de vie. Donc de prendre en main, de faire des activités. Et une dame qui nous disait qu'en fait, dans la sclérodermie, on est très sensible au syndrome de Raynaud. Donc en fait, c'est le bout des doigts, des extrémités, des pieds qui, comment dire, qui devient bleu, qui se durcit, et surtout quand il fait froid, donc ils sont assez sensibles au froid. Et du coup, une dame qui voulait absolument aller au ski. Et pour eux, le ski, c'est le pire endroit sur la Terre. C'est le ski, parce qu'il fait froid, qu'on est dehors, qu'il y a de l'activité, etc. Et donc, elle disait, bah, en fait, moi, j'ai mon mari, j'ai mon fils qui veulent absolument aller au ski, j'ai envie d'y aller avec. Donc, j'ai pris mes dispositions, j'ai pris donc des gants chauffants, des chaussettes chauffantes, avec des petites batteries de rechange dans mon sac, au cas où, et puis j'y suis allé. Et puis ça s'est bien passé. Finalement, j'ai pu skier, je suis rentré. Et pour les autres membres, et pour les autres dames qui étaient dans le groupe, ça a été waouh. Ok, donc elle a pu le faire. Elle pensait pas pouvoir le faire, mais elle l'a fait. Et bah du coup, ça veut dire que peut-être moi aussi, il y a des choses que je m'interdis, des choses que je pense pas pouvoir faire, mais que je peux faire. Et juste ça, ce changement de mentalité, c'est très très fort. C'est très très fort et on ne l'a que dans ces groupes-là avec des gens qui vivent la même chose que nous, et qui du coup, eux, ont des expériences propres à eux et qui parfois réussissent et ça peut, voilà, ça peut nous débloquer sur certains aspects, une transformation du regard sur soi, l'acceptation de soi, ça a progressé à la fois chez les patients et chez les aidants. Donc, l'acceptation, je vous le disais au départ, il y avait la petite frise, déni, colère, mélancolie, acceptation. Donc beaucoup, à force de parler, de discuter, d'aider les autres, ça les a aidés aussi à s'accepter. Et puis une capacité à aider les autres. Donc pareil, je me sens aussi, lorsque je vois que ce que je raconte aide les autres, je me dis, ah bah tiens, finalement peut-être que aussi je peux aider les autres personnes et c'est très valorisant d'aider les autres. Donc quelques petits témoignages. Voilà, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est une vraie bouée de sauvetage. Je me sens mieux comprise et encouragée. Donc voilà, c'est aussi des gens qui se sentaient un peu seuls, qui géraient tout ça tout seuls. Et là, trouvent des gens qui vivent la même chose qu'eux et parfois aussi ils gardent contact derrière. Donc voilà, c'est extrêmement vertueux. Et je finirai avec du coup trois petits messages. Le premier, c'est que c'est normal de mettre du temps à accepter la maladie. Tout comme le fait de ne pas vouloir de la maladie, c'est normal. C'est complètement normal. Parfois, on peut mettre plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années à accepter. Euh, Ça arrive. Voilà, il n'y a pas à se sentir coupable. La santé n'est pas nécessairement une fin, elle peut être un moyen. Donc ça, c'est aussi parfois, si vous avez un peu du mal à vous motiver, essayez d'aller chercher les leviers motivationnels que vous avez en dehors de la santé. Qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien? Et les groupes de parole n'ont en général que des effets positifs. Donc voilà, si vous en avez la possibilité, je vous invite à en faire, et même avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même maladie chronique.
que vous. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est très bénéfique. Donc, bah, je reste là, je suis dispo si vous voulez qu'on discute, si vous voulez si vous avez des questions, si vous avez des expériences à raconter. En fait, on peut faire des groupes de parole sur absolument tout. Justement, l'intérêt pour moi des groupes de parole, c'est qu'il n'y a pas vraiment de thématique spécifique. Justement, il y a le TP que vous connaissez, où dans le TP, il y a souvent des thématiques. Donc, c'est la maladie, c'est les traitements, c'est l'activité physique, c'est les complications. Et je sais que moi, j'anime beaucoup justement, ça fait partie de l'ETP, mais c'est des groupes de parole très libres où on vient et on parle de ce qu'on a envie de parler. Donc parfois ça peut être aussi, on peut aller sur des sujets comme la sexualité, qui a un impact sur beaucoup de choses. Ça peut aller justement sur l'annonce, parce que j'ai jamais eu de TP qui était focus sur l'annonce. Et ça peut être sur l'errance complètement. Alors, c'est vrai que quand on a fait des groupes de parole dans la sclérodermie, euh, lors du premier groupe où on fait un petit tour de table pour qu'on se présente, c'est vrai que beaucoup racontent leur parcours et du coup, c'est vrai que beaucoup de personnes racontent la petite errance qu'il y a eu, ou la grande errance d'ailleurs, entre le moment où ils ont ressenti les premiers symptômes et le moment du diagnostic. Et c'est vrai que c'est très éprouvant ce que vous racontez. J'ai des exemples en tête et derrière, c'est vrai que ça impacte. Et à la limite, à ce moment-là, le diagnostic devient presque un soulagement parce que on met des mots sur quelque chose et puis c'est vrai qu'on se sent compris parce que comme vous l'avez dit, on se sent un peu fou entre guillemets. On nous prend pour un fou à avoir des symptômes et pourtant on met pas de diagnostic dessus. Donc là, paradoxalement, le diagnostic devient presque un soulagement où on est compris. On se dit, bah oui, effectivement, je ne suis pas fou. J'avais bien tous ces symptômes-là. Donc ouais, c'est encore différent. Et c'est vrai que la période qui la précède est très difficile. Donc les groupes de parole ont tout à fait leur place sur cette thématique-là. Euh, et ce serait assez, entre guillemets, facile d'en créer. Et je pense que beaucoup de gens auraient beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc ouais, je vous rejoins complètement. Ouais, c'est vrai, j'ai eu une dame aussi à un moment donné qui, en fait, elle était persuadée que on lui avait jeté un sort au pays, donc c'était du vaudou, et en fait, elle devait prendre un traitement, mais ça l'intéressait pas parce que pour elle, la solution, c'était de retourner au village et de savoir quelle famille lui avait jeté un sort. Et donc, en fait, c'était la solution au problème. Ce qui fait que bah, les discours des médecins ne passaient pas du tout et elle n'avait strictement rien à faire de ce qu'on lui racontait parce que pour elle, c'était ça. Et j'avais un autre monsieur, et alors lui, c'est le plus gros paradoxe, c'est qu'il travaillait à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Île-de-France. C'était le diabète pour ce monsieur, et en fait, il avait tellement honte d'avoir le diabète qu'il se mettait tout le temps en télétravail, et il disait, mais si on apprend que j'ai le diabète, déjà plus personne voudra se mettre à côté de lui à la cantine, les gens vont l'éviter, et puis pour lui, le diabète, ça se transmettait. Donc les gens auront peur justement qu'il lui transmettent le diabète. Donc lui, il avait extrêmement honte aussi d'avoir cette maladie-là. Et du coup, c'est des choses dont il ne pouvait pas parler avec son médecin, comme la dame, parce qu'en fait, à chaque fois, ils me disent la même chose, il comprendrait pas. Il comprendrait pas que je lui raconte ça, limite, il se moquerait de moi ou il me mépriserait un peu. Donc, ils gardent ça pour eux. Toutes ces représentations, ces croyances, euh, aussi diverses et variées soient-elles, ils les gardent pour eux. Et du coup, bah, le ballon grossit, 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 jusqu'au jour où les complications de santé arrivent. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir pour votre présentation.